Donc l'après-midi est consacré plus précisément à la musique, avec donc une première partie, Dimitris qui est musicologue et qui travaille sur l'interculturalité à Constantinople au Moyen-Âge, Constantinople et Thessalonique, au temps des croisades. Et puis ensuite, Francis Bidge nous parlera encore des circulations interculturelles entre l'Orient et l'Occident. Et nous aurons la troisième communication sera en visioconférence depuis Barcelone. Un de nos collègues italiens qui travaille sur les traditions de la narrative, la tragédie et la littérature, qui se trouve à Barcelone. Il est italien. Alors, bonjour, je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation. On va voir comment les troubadours qui ont arrivé à Constantinople et à Thessalonique vont chanter l'histoire de la 4e croisade. Le 24 juin 1204, l'armée des croisés arrive aux abords de Constantinople. Le 13 avril, la ville était conquise. Les banquiers signaient un traité nommé Partitio Terrarum Imperii Romani, partition des terres de l'Empire romain, qui stipulait comment les territoires byzantins seraient partagés entre eux. Alors que le but initial de la croisade était de reprendre Jérusalem aux musulmans, elle aboutit à la dissolution de l'Empire byzantin et à la création de l'Empire latin de Romanie. Romanie, c'était le nom pour Byzance, soit en Orient qu'en Occident à l'époque. Et voici la carte de l'Empire juste après la chute. Donc, il avait des royaumes différents sous l'empereur de Constantinople. Les événements qui suivirent la chute de Constantinople furent décisifs pour le destin du reste des terres de la Romanie. Contre toute attente, la candidature au trône du chef de croisade Boniface de Montferrat ne fut pas retenue au profit de Baudouin de Flandre et d'Hainaut, qui devenait ainsi le premier empereur latin de Constantinople, ordonne au chef croisé de conquérir le reste des terres de l'Empire. L'empereur promit initialement à Boniface une partie de l'Asie mineure et le Péloponnèse, bien que Boniface préférait Thessalonique, sans doute du fait de sa proximité avec le royaume de Hongrie, d'où était originaire sa récente épouse, et parce que l'Asie mineure était une contrée hostile et incertaine. Thessalonique était aussi liée au frère de Boniface Régnier, qui avait été couronné roi de Thessalie en 1180. La Thessalie faisait partie de la dot que lui avait apporté son mariage avec Marie Comnène, la fille de l'empereur byzantin Manuel. Craignant que l'empereur ne tienne pas sa promesse, Boniface rassemble ses chevaliers, français, vénitiens, lombards et germains, se rendit en Thrace, occupa Dimodique et y installe sa propre garnison. Le 12 août 1204, un accord fut conclu et Boniface de Montferrat devint pour le bon le premier roi de Thessalonique avec des droits héréditaires. Malgré le fait que l'histoire des troubadours coïncide avec les croisades, peu de troubadours y prirent part. Ceux qui participent à la 4e croisade et se rendent au même en Roumanie sont le troubadour provençal Erembo de Vaqueiras et Elias Cairel, le lombard Roberto di Biantrante, le provençal Gosselin Faidi, qui était lié à la région de Montferrat et dont il est probable qu'il s'est rendu à Venise en 1202 et se rejoignent à la 4e croisade, et de trouver Conon de Béthune, qui fut un haut responsable des Francs et un chambrier, autrement dit protovestiaire pour les Byzantins, de l'Empire latin de Constantinople. De l'œuvre du troubadour Roberto di Biantrante, une seule pièce a été sauvée sans rapport avec sa présence en Roumanie. Seuls les troubadours Rembo de Vaqueiras et Elias Cairel eurent des relations avec le royaume de Thessalonique. D'après sa biographie, Rambo de Vaqueiras est né en Provence à Vaqueiras, près d'Orange. Il était un ministrel d'origine humble qui fut plus tard sacré chevalier.
De vaqueiras se for d'un castell qu'havia non vaqueiras, e fu figli d'un pauvre cavalier qu'havia fronteiros. Il a eu une vie riche et mouvementée, et fut l'un des rares troubadours à participer à un aussi grand nombre d'expéditions. Il fut un intime de Boniface de Montferrat dès son jeune âge, et le suivit dans ses voyages et ses guerres dans le nord de l'Italie, en Sicile et finalement en Roumanie, où il prit part au siège et à la conquête de Constantinople, qu'il décrit dans sa lettre épique, et plus tard à l'expédition de Boniface en Macédoine, en Thessalie, en Eubée, en Attique et à Corinthe. Selon toute vraisemblance, il mourut à ses côtés dans l'embuscade tendue par les Bulgares en 1207. Vu qu'il n'a pas laissé de pièces après cette date, ni écrit de lamentation, l'âne, sur la mort de son chef, selon une pratique courante. En mars 1201, à l'occasion de la remise du commandement de la croisade à Boniface de Montferrat à Soissons, Rimbaud écrivit une chanson de croisade, à rapport qu'on connaissait, où il exhorte ses compagnons à lever les bannières et à marcher contre les infidèles, à un moment où la décision de marcher contre l'Empire byzantin n'avait pas encore été prise. Les trois œuvres de Rimbaud qui ont trait à cette dernière période de sa vie en Roumanie sont chronologiquement le Sirventes, Conseil de l'Emperador, composé en 1204 à Constantinople, le poème épique historiquement important Valais Marquis, qui écrit au printemps de 1205, et sa dernière composition attestée, intitulée Nomagrad Ivers de Pascor, un caso Sirventes, écrit en juin ou juillet 1205, dont la musique a aussi été sauvegardée. Dans Valais Marquis, sa lettre épique, adressée à Boniface afin de demander une rétribution pour ses services, il exalte la victoire et les vertus légendaires de son protecteur. Le poème est riche en références et personnages historiques, comme le montrent les exemples suivants. Avec toi, j'ai rasé même château fort et cité, même palais splendide, et assiège un empereur, un roi et un général, et l'Auguste, l'Ascaris et le Protestat, à Pétrion et même autres chefs. Le vers se fait référence à l'empereur, à l'Empire byzantin, et aussi à byzantin Théodore l'Ascaris, qui combattit contre Boniface durant le siège de Constantinople et qui fut en fait le seul à aider la ville à résister. Après, il était l'empereur de Nice. Et encosai após Philopate, l'emperador qui avait desiderat. Rimbaud évoque ici la poursuite du faux empereur Alex III dans le Philopathion, en dehors de Constantinople. Il termine ce long poème par une adresse à Boniface où il renouvelle son souhait que celui-ci ne l'oublie pas à l'heure du partage de terre entre ses chevaliers. Nomagrad est un canso Sirventes, fait de 7 strophes comme la unisonance, de 12 octosyllabes avec 3 tornadas de 4 vers à la fin. On peut écouter un petit morceau de cette pièce très très belle.
Le poème commence comme une élégie et se termine sur un ton dithyrambique par des promesses d'autres requêtes. Il fut écrit selon toute vraisemblance peu après le poème épique et à la suite de la puissante défaite des croisés à Adrianople, le 14 avril 1205, ce qui le situerait en juin ou juillet de la même année. Dans les strophes d'ouverture, le poète évoque avec nostalgie sa jeunesse à Montferrat et déclare que, malgré tous les profits, rien ne peut compenser l'absence de son maître bien-aimé, appelé par son nom de code Señal Bel Cavalier. Cependant, le ton des 4 premières coplas bascule à partir de la 5e strophe. Sur un ton épique et réaliste, Rimbaud évoque la situation incertaine des croisés au moment où il écrit les périls extérieurs qui les menacent, comme on le voit à la ligne 57, dans la 5e strophe, où il est question des Bulgares et de leurs alliés et de la récente bataille d'Adrianople perdue contre eux. Cependant, bien que je sois bouleversé, le courage ne me commande pas d'aller jusqu'à réjouir mes ennemis en renonçant à la gloire et à l'honneur, car je peux encore faire du bien et du mal, et mon visage peut s'aguerrir ici parmi les latins, les grecs et le martyr, qui m'assène de l'épée guerre contre les valaques et les troubobites, et jamais personne depuis que le monde a été créé n'a accompli autant de prouesses que nous, que Dieu a gracieusement sauvé. L'atmosphère tendue qui régnait parmi les Francs à la suite de la grande défaite et leur inquiétude pour le futur est bien rendue. À la bataille d'Adrianople, l'empereur latin Baudouin de Flandre et de Nau avait été fait prisonnier et exécuté, aux côtés d'autres chevaliers qui avaient joué un rôle décisif lors du siège et de la prise de Constantinople, tels que le duc de Nice et comte de Blois, Sacre Ludovico, l'évêque de Bethléem Pierre, Étienne du Perche, Mathieu de Valancourt, Renaud de Montmirail, Baudin de Neuville et bien d'autres. Le moral des Francs était affaibli et afin de défendre Constantinople, il fut forcé de prendre le bénéfice des batailles victorieuses remportées en Asie mineure et de rappeler d'urgence Henri de Flandre et de Nau, le frère de l'empereur. Aux strophes 6 et 7, cependant, le ton s'infléchit et le poète exalte les victoires héroïques du marquis et celles d'Henri de Flandre et de Nau, qui, avec l'aide de l'homme de Champagne, Guillaume de Champlitte, conquit Sicard, Médone, Thessalonique et Constantinople. Dans la strophe 7, anche Alexandres non fets cors, ni cars, ni reis Lodoix, compare le marquis Boniface à Alexandre le Grand, au roi Louis, à Amalric et Roland, afin de célébrer son protecteur. Le poème se termine sur une note optimiste, par une vision du futur glorieux de l'expédition, censée se poursuivre jusqu'au lieu saint et s'achever pour une victoire retentissante contre les Turcs. Dans la dernière tornade, le marquis Boniface est désigné sous un autre signal fort anglais. C'est la dernière composition de Rimbaud de Vaqueiras, vu que 2 ans après, il périt probablement aux côtés de son protecteur Boniface. Le troubadour cosmopolite Elias Caïrel, originaire du Périgord, arriva en Roumanie en 1202 et noua des relations avec le royaume de Thessalonique. Il reste en Roumanie environ jusqu'en 1209. Ensuite, il voyage et séjourne en Italie et en Espagne avant de rentrer dans sa patrie. Une de ses biographies, Vidas, tirée de Codex A et I, mentionne son séjour en Roumanie en critiquant ses talents de musicien comme on le constate ci-dessus. Elias Caïrel se connaît hablar d'un port de Peireus en Romania este long temps.
Ma Mout cantava mal et mal trovava, et mal culava et pieds parlava. Mais il chantait et jouait de la vielle d'horrible façon. Il composait mal et ne savait pas bien parler. Dans son poème Pois già la foia, un sirventes de coplas unísonas, écrit en 1207, donc 3 ans après la fondation de l'Empire latin de Constantinople, est marqué par une série d'événements importants. Le 4 février 1207, la fille de Boniface de Montferrat épouse le nouvel empereur de Constantinople, Henri de Flandre et de Nord. Cette union rapproche Boniface de la famille impériale. Cependant, le 4 septembre, Boniface périt dans une ébuscade tentée par Luca et le royaume se retrouve sans chef. Comme l'héritier Démétrios est mineur, Oberto di Pietrate et Amedeo Buffa se proclament gardiens de Thessalonique et le royaume reste plongé dans une grande confusion. Appartient au même milieu de barons Rolandino et Albertino da Canossa, Guido Pallavicino, Marchesopolo et Ravano delle Carceri, qui sont mentionnés aux lignes 37 et 38. Caïré est quant à lui leur porte-parole. De nombreux chevaliers italiens s'étaient joints à la 4e croisade en vue de se ménager un avenir meilleur loin de leur fief qui avait traversé une crise d'une part parce que les familles s'agrandissaient et que le partage de terre devenait de plus en plus difficile. Elias Caïré adresse le poème au marquis Guillaume VI de Montferrat. C'est le fils premier, né de Boniface, qu'il exhorte à venir en Roumanie pour gouverner le royaume de Thessalonique, le régime de Thessalonique. Il y en faut même que la ville tombera facilement, sans besoin d'une machinerie douceuse sophistiquée. Le royaume de Thessalonique pourrait, sans qu'il soit besoin de balises et de catapultes, être facilement tenu. En plus de même, autre château que je ne prends pas la peine de mentionner. Et, excusez-moi, dans la strophe 4, Marquis les barons, vanité et fougue ont provoqué une querelle contre le ciel qui retombera sur leur tête. Et en ce qui concerne l'empereur Henri, laissez-moi te dire qu'il est comme le roi Darius qui, ayant chassé ses barons de leur forteresse, manque de mourir car qui cherche à se réchauffer finit souvent par se brûler. Les barons italiens aspiraient à un royaume de Thessalonique puissant qui se serait attendu de Corinthe à Mosinopolis et aurait contrôlé les passages maritimes et le trajet de l'Iracium à Constantinople par la Via Egnatia. Le souci des Italiens, dont Caïré est le messager, est de convaincre Guillaume de Montferrat de s'intéresser aux terres orientales et de mettre rapidement sur pied une expédition en Orient, ce qu'il a fait à peu près 12 ans après ces événements, mais sans succès, il est mort à côté de Volos. Venise ne voyait pas ce projet d'un bon œil et convainquit bientôt Henri de Flandre de Nord d'entrer dans Thessalonique et de mettre fin à la dissension des Italiens. Le frère d'Henri, Eustache, est désigné comme gardien de la ville, tandis que Biandrate est forcé de promettre obéissance à l'empereur et de reconnaître le roi Dimitrios. Voici les œuvres qui ont été écrites à Thessalonique dans ces premières périodes du royaume, donc de 1204 à 1209. Il nous reste la musique juste de Nomagrad, tous les autres poèmes n'ont pas de musique où ce n'était pas sauvé. Et comme un épilogue, on peut dire que les œuvres de troubadours qui font référence à la Roumanie et qui ont été écrites mettent en lumière une période de l'histoire grecque sombre et peu connue. Les chroniques et les sources de cette période
confirment souvent les informations tirées de leurs textes et l'on trouve décrit les principaux événements de la 4e croisade. Merci beaucoup. On peut poser quelques questions. Quelqu'un a une question? Oui. Quel était le statut des poètes qui accompagnaient? Donc ils étaient soldats? Rimbaud de Vaqueras, oui, il était soldat. Il était fait chevalier de Boniface lui-même. Et il a des descriptions très intéressantes pendant le siège de Constantinople, où il disait que j'avais tellement peur que j'écoutais mes dents, le bruit de mes dents. Et il explique aussi dans Valais Marquis des événements où il était blessé, au dehors de Constantinople. Oui, il était soldat, il était chevalier en fait. Et donc ça me fait penser vraiment à Jérusalem d'Eltas. Ouais. Parce que à quoi j'avais jamais pensé que ça, on est tellement habitué. Et la Jérusalem d'Eltas encore, c'était connu de tous les bergers. Oui. Qui connaissaient par cœur. Ouais. On est tellement habitués, nous, à voir des étiquettes comme ça. Ouais. Donc on s'imagine l'épopée du Tasse, c'est que de la fiction. Ouais. Mais en réalité, ils connaissaient certainement ces traditions-là. Ils connaissaient les textes. C'est sûr. Ils les connaissaient sûrement. C'est sûr parce qu'il... Et donc Tancrède, qui n'est pas directement poète, mais qui en est un, Tancrède du Tasse, qui est très... Il y a là certainement une continuité. Alors j'ai sans doute étudié des spécialistes italiens, j'en sais rien, mais pas tellement. C'est très intéressant le fait que déjà c'était le seul troubadour qui a écrit ses expériences de bataille, siège, expédition. Il est le seul qui a pris part à toutes ces expéditions déjà en Italie qui ont été en Sicile et d'autres parts de l'Italie du Sud, et puis en Byzance, à la siège de Constantinople. Et après, pour conquérir les restes de ce qui restait après Thessalonique, la Thessalie et tout ça. Et c'est aussi intéressant le fait qu'il exagère un peu. Ça ne peut pas être les numéros qu'il donne par rapport aux soldats byzantins, ça ne peut pas être. Mais ça fait partie aussi de l'esprit de cette écriture. Du code poétique. Il faut... Et en même temps, c'est intéressant parce que par les chroniques qu'on a de la suite de Constantinople, on voit les mêmes événements, à peu près même époque de la siège, chez Rimbaud, que chez les autres écrivains de l'époque, Robert de Clary. Non, je voulais tout simplement mettre un peu la pendule à l'heure. Il faut bien savoir que la 4e croisade fait suite, c'était bien planifié, d'un côté par les Français, d'autre côté par les Italiens, pour conquérir Constantinople et l'Empire byzantin, pour le détruire. Donc il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de glorieux. On voit depuis le début du XIIe siècle jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée en 1204, toute une série d'actions qui visaient à conquérir l'Empire byzantin. Ce qui a provoqué un choc énorme parce que c'était la première fois que des chrétiens se tournaient contre d'autres chrétiens. Pour les Byzantins, tout cela, c'était absurde, c'était inconcevable. Et la brutalité des conquérants, même des soldats auxquels ils nous ont laissé parfois des chansons magnifiques, mais la brutalité des troupes franco-italiennes a été énorme. Ils ont détruit un État chrétien et ont ouvert la porte aux musulmans. Et on a continué à justifier en construisant par la suite le mythe du grec méchant, du grec dangereux, du grec dont on ne peut pas se fier. Et ils ont continué à construire toutes ces images juste aujourd'hui. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on parle de croisades, de l'épopée
des Occidentaux, de ce qu'ils ont fait, et on oublie que c'était un geste lâche et vraiment une volonté de conquête pour s'emparer de tous les trésors. N'oubliez pas à la fin qu'avec le trésor de Constantinople a été élevé vers Sainte-Chapelle à Paris pour garder les reliques qui venaient de Saint-Marie du Phare de Constantinople, les fameuses reliques qui existent, la couronne par exemple d'épines, mais bien d'autres qui ont été perdues à la Révolution. Et tout cela a servi à la France pour construire l'image de la troisième Rome. Nous avons porté les reliques, nous avons porté donc la bannière de Rome et passée à Constantinople, et de Constantinople elle allait à Paris. Et nous avons donc la revendication de construire l'Empire. Je m'arrête là, mais il faut bien savoir que c'est une action lâche de conquête violente de la part des Occidentaux. C'était le cas de la première aussi, la présidence. C'était le cas de la première aussi, de la présidence. Oui, mais la première, au moins, il avait la justification de reconquérir le territoire qui était chrétien. Et pour l'histoire grecque, c'est intéressant parce qu'à partir de 1204, ça commence quand même une époque de colonisation qui finit pas, en fait, qui dure 711 ans, en fait. Oui. Ce que j'ai entendu maintenant, et en particulier les textes qu'il nous a donné à lire, et ce que j'ai entendu ce matin, en fait, me confirme dans ma pensée que finalement, tout est politique. Et qu'en vérité, on peut les considérer comme des poètes. En vérité, ils font de la communication politique. Voilà, tout à fait. Et qui peut aller très loin. C'est-à-dire, et leur statut. Je me permets même de donner un conseil au prince. Tout à fait. Et dans le Rimbaud et Elias, un jury carrément, Ouais. un autre pouvoir. Tout à fait. C'est-à-dire le statut politique du poète lui donnait par la forme un pouvoir d'agir sur le mot considérable qui est au fond ce qu'on appelle aujourd'hui la communication politique. Je voudrais corriger, pas exactement. Parce que, contrairement à ce qu'on a fait croire, à ce que les systèmes et les pouvoirs ont fait croire, le poète n'est pas au service du prince. Il est au contraire là pour lui donner des leçons. Sa vraie fonction, c'est d'être le conseiller du prince, mais pas le conseiller politique officiel, mais celui qui lui fait comprendre indirectement, par des sous-entendus, ce qu'est le bon gouvernement. Et qui lui fait comprendre aussi quand il se conduit mal. En ayant l'air de faire l'éloge du prince, la plupart du temps, les poètes anciens, depuis Homère, avaient pour fonction, au contraire, de leur dire « Attention, là, tu n'es pas un bon roi ». Et donc, il leur expliquait qui était le bon roi. Et ça, cette dimension-là, c'est justement, tout repose sur les doubles sens, les ironies. Et c'est pour ça que ce sont des poètes. Ce ne sont pas des historiographes. Et ce ne sont pas non plus des communicants. Ce sont vraiment, ou alors des communicants au sens où aujourd'hui c'est la publicité qui a remplacé la poésie, ça d'accord. Absolument. Mais c'est une perversion. Tandis que pour eux, c'était un engagement. Oui, mais je partage tout à fait l'idée que la littérature, c'est quelque chose qui naît au XVIIIe siècle. Il n'y a pas de littérature avant. Avant, tout ce que nous avons au Moyen-Âge, ce sont des véritables instruments politiques. Tout. Il n'y a pas de littérature dans le sens... parfois, oui, l'amour, mais ça c'est en Occident. Par exemple, la Byzance n'a pas connu ça. C'est toujours politique. Mais l'amour aussi, c'est politique. L'amour aussi, c'est politique. C'est la révolution. Parce que l'alliance des corps est une métaphore de l'alliance politique. Ça a été traité comme ça tout le temps dans la tradition. Alors ça, c'est très intéressant. C'est dans ce sens-là. Donc, Digenis et son épouse, et si justement il meurt, en plus il n'en meurt pas à la guerre, mais ce sont des allégories. Mais pas des allégories stéréotypées. Ce sont des symboles qui sont destinés à produire, à transmettre un message politique. Oui. Oui. Il faudrait creuser ces points-là, c'est très intéressant. C'est pour ça que les historiens ont vraiment besoin non pas des littéraires, mais des gens qui travaillent sur la poésie, qui connaissent, des lecteurs des poètes, comme ils avaient besoin des poètes avant, pour comprendre l'histoire.
Ouais. C'est ça qui manque. Ouais. Et c'est ça que l'on essaie de faire. C'est de raccorder ces deux points de vue-là. Mais ça, c'est très On va avoir intéressant un ce que tu viens de dire. Parce que toute la tradition poétique jusqu'à la Renaissance, c'est ça. Oui. Et le Tasse, c'est ça. Ouais. Tasse, il reprend, c'est certainement, quand il dit que, dans sa théorie du poème épique, il dit que l'épopée, sa spécificité, c'est que c'est un fondement historique réel, mais qu'il doit nécessairement le transformer. Que c'est un mélange de personnages historiques et de personnages de fiction, mais les personnages de fiction sont là pour révéler ce que sont les personnages historiques. Et son Godefroy, il a été considéré par tous les lecteurs, jusqu'à Vico, comme étant non pas le vrai capitaine qui a conquis Jérusalem, mais le modèle du parfait capitaine, du parfait héros. Et ça, c'est donc une leçon Ouais. qui est donnée politique. Oui. Et d'autant plus qu'il faudrait aussi étudier tout cela avec le regard vers l'ironie. Bien sûr. Ce qu'on ne fait pas Bien sûr. aujourd'hui. Et non, ce qu'on ne fait plus. On ne le fait pas. On ne sait plus le faire. Oui. C'est ça.